Je suis très heureux de vous retrouver sur Ecofin Télévision à cet instant pour le compte de votre magazine Les Dossiers. Et aujourd'hui, nous commençons, en tout cas cette année 2022, avec un peu de douceur, de littérature. Et pour en parler, je suis avec moi sur ces plateaux, Sarah Bopima. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes écrivaine et vous vous définissez comme une passionnée de l'épanouissement de la femme. Vous êtes la fondatrice des Go Ladies Magazine, un média en ligne axé sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin créé depuis 2016. Et donc, vous avez écrit ce livre, 10 vérités que j'aurais voulu savoir avant la vingtaine. Exactement. Pourquoi l'avoir écrit? C'est parti d'une expérience personnelle et d'un moment où je me questionnais sur ma vie, sur les erreurs que j'avais commises, sur les décisions que j'aurais dû prendre, sur certaines personnes que j'avais laissées, que j'avais donné accès dans ma vie que je n'aurais pas dû normalement. Et toutes ces choses m'ont poussé à réfléchir sur comment est-ce que j'avais passé ma vingtaine. Je me disais qu'il y a des choses que j'aurais peut-être dû faire, il y a des choses que je n'aurais pas dû faire, il y a des décisions que j'aurais dû prendre, il y a des décisions que je n'aurais pas dû prendre. Donc ça a vraiment défilé dans ma tête. Je me suis dit, ben, tiens, il faudrait quand même que j'écrive un livre pour que ceux qui sont adolescents ou qui sont encore dans la vingtaine ne puissent pas commettre les mêmes erreurs que moi ou qu'ils puissent prendre les bonnes décisions un peu plus tôt. Ça fait combien de fois que vous écrivez? Le livre, c'est la première fois. C'est une première fois que j'écrive un livre. Mais déjà avant, j'écrivais des poèmes. J'écrivais des poèmes et j'écris aussi des articles pour le compte de mon magazine. Pour le compte de votre magazine, ce qui rentre tout à fait dans la logique. Alors, il y a un chapitre qui m'a intéressé dans votre livre, c'est le 3e chapitre, dans lequel vous parlez des finances. Et vous dites dans ces chapitres, vous encouragez les jeunes à épargner, à avoir cette éducation financière donc. Et pour vous, qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le frein aux finances des jeunes? On voit que beaucoup arrivent difficilement à s'en sortir. Je pense que c'est de la discipline. On manque de discipline. Parce que les gens ne vont pas me dire qu'ils n'ont pas d'argent. Les gens ont toujours de l'argent. C'est vrai qu'ils ne sont pas leur propre argent, mais on a toujours des petits riens. À l'école, par exemple, on remet toujours aux enfants quelque chose pour manger à la récréation. Quand on est à la fac, c'est encore un peu plus souvent qu'on vous remet de l'argent. Et moi, personnellement, quand j'étais à la fac, moi, ce qui me freinait pour ne pas pouvoir économiser, c'est que je voulais tout le temps acheter des habits, être à la mode. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup de jeunes. Les jeunes filles, tout comme les jeunes hommes aussi, on veut acheter des habits, on veut paraître, on veut être à la mode. C'est pas mal d'être à la mode, c'est pas mal de vouloir bien s'habiller, c'est très important, mais seulement que cela ne nous pousse pas ou nous permette d'oublier qu'il est aussi important d'épargner. Parce que imaginez si vous commencez par exemple à épargner depuis G1 et vous dites que vous allez utiliser ce compte que quand vous allez terminer vos études, vous aurez certainement épargné beaucoup d'argent. L'autre crainte aussi, quand on parle d'épargner, les gens pensent qu'il faut épargner des gros montants. Et ils disent que non, moi je suis étudiant, je n'ai pas $100 par mois ou je n'ai pas $200 par mois. Non, vous n'avez pas besoin d'épargner $200 par mois. Épargnez $5, épargnez $10. Ouvrez un compte où vous dites que, ok, comme je suis en G1, je vais ouvrir un compte, je mettrai $10 par mois et j'ouvrirai ce compte que quand je vais terminer mes études en L2 par exemple. Cet argent pourra vous servir pour acheter un véhicule ou peut-être lancer un business. Vous n'aurez pas besoin de chercher des investisseurs ou de courir à gauche, à droite chez les gens pour avoir de l'argent. Mais au-delà de ça, il y a aussi le contexte économique de notre pays. Ça, on le sait tous, pour les étudiants, déjà, c'est difficile de se procurer, ne fût-ce qu'un syllabus. Comment une personne comme ça peut arriver à épargner? Mais vous serez étonné qu'il y a des étudiants qui ont difficile à épargner, à se procurer un syllabus, mais qui ont des iPhone 13, 14. C'est quoi ce paradoxe? On est capable de s'acheter un très bon téléphone qui coûte cher, mais on est incapable d'épargner. Et ça, c'est aussi un problème. Et justement, vous dites dans votre livre que dans notre système éducatif où on nous forme pour être des employés, on ne nous apprend guère les bases d'une bonne gestion financière. Vous pensez que le problème commence déjà là, à l'université? Même pas à l'université, je dirais à l'école. Moi, par exemple, la personne qui m'a appris à mettre de l'argent de côté quand j'étais jeune, c'est ma mère.
C'est elle qui m'a acheté une caisse, elle me dit, Sarah, il faut garder de l'argent, Sarah, il faut garder une partie pour Dieu. C'est elle qui m'a appris ça. Et à l'école, on ne m'a pas appris à avoir une caisse à l'école. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Ni à l'université. C'est vrai qu'on avait des cours de droit économique, parce que moi j'ai fait le droit, on avait des cours de droit économique et tout ça, mais on ne nous a pas appris, à l'école on ne nous apprend pas à épargner. Ce sont vraiment des choses que l'on apprend soit à la maison, ou soit des choses où vous faites vraiment face à la vie, ou soit des recherches personnelles, vos propres recherches. Mais je n'ai pas vu des cours à l'école où on nous apprend on apprend aux enfants comment économiser. Moi, je n'en ai pas eu. Ce qui veut dire que le problème, vraiment, il part déjà du côté de la base déjà, où il manque cette notion d'éducation financière aux enfants. Je pense que c'est une notion très importante, mais que l'on ignore dans notre éducation. Voilà pourquoi il y a des parents qui le font, qui apprennent à leurs enfants à économiser, qui apprennent à leurs enfants à mettre de côté. C'est une très bonne chose, mais ça serait encore mieux si on intégrait ce genre de cours dans le programme scolaire, par exemple, dans le programme universitaire. Je pense que ça aiderait beaucoup les enfants et les étudiants, et la jeunesse congolaise. Justement, alors moi je vais vous poser cette question que vous êtes posée dans les livres et on aimerait vous entendre parler. Qu'est-ce qui constitue pour vous les obstacles à l'épargne, au-delà de tout ce que vous venez de parler ici, des manques d'éducation financière? Qu'est-ce qui constitue, selon vous, selon votre expérience personnelle, les obstacles à cela? Je parlerai de la discipline, le manque de discipline. Parce qu'il faut beaucoup de discipline, il faut vraiment de la force pour se priver de certaines choses et mettre de côté de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement tenté de pouvoir s'acheter des choses. Moi, je parlerai vraiment d'un angle féminin. Je suis une femme et je vais vraiment rester dans ma peau de femme. On est vraiment tenté d'acheter beaucoup de choses, vous voyez, surtout nous en tant que femmes, on veut acheter des nouvelles choses, des habits, mais il faut une très forte capacité de pouvoir se dire non, aujourd'hui, je ferme les yeux, je ne veux pas acheter telle chose parce que je veux garder cet argent pour que ça me serve d'ici 6 mois ou d'ici une année. Il faut vraiment beaucoup de discipline et ça, c'est une chose que l'on manque souvent. Et je prendrai ça comme étant l'un des plus grands obstacles. Un des plus grands obstacles, d'ailleurs, vous le dites clairement dans votre livre, vous répétez une phrase de Léon Kengo Wadondo qui a dit « La rigueur doit être à la gestion financière, c'est que la discipline pour l'armée ». Alors, au-delà justement de l'épargne, vous évoquez également un autre facteur important, c'est l'investissement. Parlez-nous de ça. Ça, c'est aussi une chose qu'on ne nous apprend pas à l'école, malheureusement. Je vais toujours partir de mon expérience personnelle parce que je pense que c'est mieux de parler de ce que j'ai vécu. Tout à fait. Moi, quand j'étais à l'université, dans ma tête, c'était je termine mes études, je vais trouver un très bon travail et ça va aller. J'avais pas de projet, j'avais pas de... en tout cas, j'avais pas d'objectif clair en fait. Mon objectif, c'était je termine les études, j'aurai un travail. C'est ça en fait ce qu'on pense tous en tant qu'étudiants. C'est ce que tout le monde pense. Oui, ce que tout le monde pense. Mais en fait, l'autre réalité de la vie, c'est que en fait, c'est bien d'être employé, c'est bien d'avoir un travail, c'est très bien, je ne suis pas contre cela, mais c'est aussi très bien d'épargner, c'est aussi très bien d'investir. C'est très bien d'épargner, mais c'est encore mieux d'investir. Hein. Je dirais que les deux vont de pair en fait. C'est très bien d'épargner, c'est très important, mais investir aussi c'est très important parce que c'est en fait en investissant qu'on crée de la richesse et qu'on se fait encore un peu plus d'argent. Mais ça, ce sont également des choses malheureusement qu'on ne nous apprend pas à l'école. Notre système éducatif n'apprend pas aux enfants des notions d'investissement ou encore à la fac. Bon, je pense qu'avec peut-être les nouvelles institutions qui ont été créées, ils y pensent, mais nous, à l'université, on n'a même pas eu des séminaires où on nous disait que voilà, il est important de penser à investir ou comment est-ce qu'il faut investir ou même les b.a.-ba de l'investissement, on n'a pas appris ça. Moi, c'est en sortant de la fac que j'ai eu à rencontrer des jeunes qui entreprenaient, qui créaient des choses que je me suis remise en question. Je me suis dit, mais si les autres ont quelque chose à offrir au monde ou au pays, ça veut dire que je peux aussi offrir quelque chose au monde. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir sur ce que je pouvais faire. Et c'est par rapport à ça que m'est venue aussi l'idée de créer le magazine. Donc, je dirais que investir quand on est jeune, c'est bien. C'est vraiment bien parce que vous êtes encore jeune, vous commettez des erreurs, vous apprenez des grands, vous tombez, vous vous relevez et vous construisez quelque chose de solide. Voilà pourquoi c'est très très important, même si
notre système éducatif n'inclut pas les notions de l'investissement, mais c'est important, nous, en tant que jeunes, de faire des recherches, de lire. Aujourd'hui, ça serait un péché de dire que, en tant que jeune, on ne sait pas comment investir, on ne sait pas dans quoi investir, parce qu'aujourd'hui, on a Internet. Et Internet, c'est accessible à tous. En tout cas, dans la ville de Kinshasa, on a accès à Internet. Et donc, on est aujourd'hui capable d'avoir des notions que l'on n'a pas eues à l'école. On ne va pas se dire, bon, parce qu'à la fois, comme je n'ai pas appris ça, donc du coup, je ne vais pas apprendre, alors qu'on a Internet aujourd'hui. On n'a pas des raisons de dire que on ne sait pas investir, on ne sait pas dans quoi investir, parce qu'aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez prendre des cours gratuitement, vous pouvez même lire des articles sur Google, vous pouvez apprendre énormément de choses pour combler peut-être les lacunes qu'on n'a pas eues à l'université. Et toujours dans l'investissement, on sait que tout le monde a envie d'investir, mais on connaît également le contexte de notre pays. Investissement égale justement créer de la richesse. Et pour créer de la richesse, il faut au départ qu'il y ait une richesse qui va créer cette richesse, donc de l'argent. Et aujourd'hui, les jeunes ont du mal à avoir, par exemple, des prêts auprès de nos banques ici qui durcissent les conditions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que jeune entrepreneur? Je pense que les banques ont des conditions pour pouvoir financer un projet. On parle de projets bancables. Bancable. Et il y a des conditions, en fait, pour pouvoir recevoir un financement. Ça ne veut pas dire qu'il y a des jeunes qui reçoivent des financements. Ben, lorsque vous allez à la banque avec un projet qui nécessite 5 000 $, et on vous demande de présenter des documents parcellaires. Mais où est-ce que vous avez eu des documents? Et du coup, beaucoup vont hypothéquer les choses des parents et des choses comme ça. Bon, là, franchement, ça dépend parce que les banques ne peuvent pas donner un financement à un jeune qui vient et qui présente juste un document, un projet et dit que voilà, j'ai besoin d'argent. Non, les banques, ils ont besoin des garanties, en fait. On ne peut pas donner un financement à une personne qui part de zéro. Vous devez faire des preuves. Voilà pourquoi c'est important de commencer par soi-même. Des fois, on veut avoir des financements pour 5 000 alors que c'est par exemple un projet qui vous nécessite par exemple 100 $. L'autre problème, c'est que nous, en tant que jeunes, on veut commencer grand. On veut commencer directement, voilà, un gros projet directement. Alors que il faut aller petit à petit, en fait. Si vous demandez, par exemple, si vous rencontrez les grands investisseurs aujourd'hui, ils vous diront qu'ils n'ont pas eu le premier investissement à la banque, ils ont commencé avec ce qu'ils avaient. C'est-à-dire un petit 50, un petit 100, vous commencez par exemple par acheter des t-shirts au grand marché que vous revendez par exemple dans d'autres quartiers au fur et à mesure, et après vous avez votre comptabilité que vous tenez petit à petit et vous évoluez comme ça. C'est pas avec le truc, c'est qu'en fait on doit aussi éviter en tant que jeune de vouloir commencer directement grand. Rien ne commence grand en fait. Tout ce qui commence grand, c'est un monstre. Il faut commencer petit et c'est aussi... Même le dinosaure, il commence toujours dans un... Justement, c'est aussi l'autre mal de la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'on veut commencer grand directement, alors que la vie, en fait, dans la vie, la vraie vie, peu importe les domaines, on commence petit et on évolue petit à petit. Commencez avec ce que vous avez, commencez avec ce que vous avez en main, évoluez et lorsque vous aurez besoin d'investissement, allez-y avec les preuves qu'il faut, montrez votre comptabilité, ayez des garanties, parce que je ne pense pas que les banques demanderont à un jeune de 25 ans des dossiers parcellaires, alors qu'on sait qu'ici à Kinshasa, à 25 ans, c'est impossible pour un jeune d'avoir une maison ou un terrain. Bon, entre guillemets, parce qu'il y en a quand même qui en ont. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est important de commencer petit. Évoluer petit à petit, évoluer à votre rythme. Et lorsque vous allez faire vos preuves, vous pourrez aller faire un prêt. Mais après, lorsqu'on a l'opportunité de commencer grand, on ne peut pas non plus s'y empêcher. Non, on ne peut pas s'y empêcher, il n'y a pas de problème. Vous évoquez également dans votre livre la notion du budget. Au-delà de l'épargne, de l'investissement, il y a aussi le budget. Pour vous, il est important d'établir des budgets dans sa discipline financière pour évoluer. C'est très important. C'est très, très important. Et cela commence avec des petites choses, hein. Par exemple, durant le mois, vous pouvez établir autant, vous avez besoin de temps pour votre transport pour aller à la fac ou au travail, vous dépensez autant pour les petits besoins, vous dépensez autant pour épargner, vous dépensez autant pour, par exemple, si vous aimez aider les démunis, par exemple, autant pour aider les démunis.
et le reste pour garder ou pour faire autre chose. Donc, c'est vraiment important d'établir ces petits budgets pour vous-même. Moi, par exemple, ce qui m'a un peu forgé dans ce sens-là, c'est que il y a ma tante qui m'avait demandé de gérer ses affaires ici à Kinshasa. Moi, à un moment, je me disais, mais c'était un peu trop pour moi. Mais en fait, c'est maintenant, c'est après que je me suis rendu compte qu'elle me préparait, qu'elle me formait en fait à pouvoir devenir beaucoup plus responsable et à être très, très attentive sur tout ce qui est des chiffres. Parce que moi, déjà, à la base, les mathématiques, c'est pas trop mon fort. Mais avec elle, il fallait vraiment que je gère, il fallait que je sache, il y a eu autant d'entrées, que je fasse tous les calculs, que je les présente, en tout cas avec tous les détails. Et ça, elle me forgeait en fait et je ne me rendais pas compte, même si à un moment pour moi c'était de trop. Mais elle avait un objectif et je pense que cet objectif, elle l'a atteint parce qu'elle m'a permis de devenir une jeune femme qui est un peu plus organisée et qui tient compte des détails. Et ça, ce sont vraiment des petites choses que l'on doit gérer, même au niveau de notre vie personnelle. On ne doit pas seulement attendre être engagé quelque part en tant que directeur de comptabilité pour pouvoir se rendre compte qu'il est important de tenir compte de toutes ces choses. Mais nous-mêmes, dans notre vie personnelle, dans notre vie quotidienne, on doit faire cet effort de pouvoir élaborer nos petits budgets mensuels, par exemple, pour pouvoir nous permettre de voir en fait notre évolution financière. Et justement, ce livre que vous avez publié au Kingdom Édition, c'est un livre qui sera lu par pratiquement tout le monde. 10 vérités que j'aurais voulu savoir avant la vingtaine. Où est-ce que vous placez ceux qui sont déjà au-delà de la vingtaine? Bon, je dois dire que le livre, il est vraiment, premièrement, adressé aux adolescents et aussi ceux qui sont dans la vingtaine. Mais après, ceux qui sont dans la trentaine ou la quarantaine, ce n'est pas interdit de lire parce que tant qu'on est en vie, on peut toujours apprendre, on peut toujours faire de la bonne lecture. On peut toujours acheter pour offrir à une nièce, offrir à un neveu. Moi, il y a des amis de ma mère qui ont acheté le livre pour leurs petits-enfants. J'ai des mamans qui ont également acheté le livre pour elles-mêmes. En tout cas, en ce qui est de la lecture, il n'y a pas de limite. Ça ne veut pas dire parce que je parle des vérités adressées, des vérités que j'aurais voulu savoir pendant la vingtaine, que si vous avez 50 ans, vous ne pouvez pas le lire. Vous pouvez tout de même le lire juste si vous êtes en amour de la lecture, ce n'est pas interdit. Et justement, parmi ces vérités, vous dites que compter sur les hasards donne moins de bons résultats que d'avoir une vision claire et précise. Parlez-nous un peu de ça. Avoir une vision de vie, je pense que c'est une base qui nous permet de ne pas être éparpillés dans la vie et de ne pas se perdre. Je reviendrai encore sur une expérience personnelle. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'étudiais, c'était que voilà, je termine mes études, j'aurai un travail. Mais je ne me connaissais pas personnellement. Je n'avais pas découvert mon potentiel et je n'avais pas une vision de vie. Il m'a fallu, c'est également le tout premier chapitre du livre, il m'a fallu traverser une circonstance assez compliquée qui avait déclenché des moments où je commençais à me questionner sur mon existence sur Terre. Il s'est fait que pendant mon cursus universitaire, quand j'étais en G2 en 2011, j'ai perdu un être très très cher, ma tante, la petite sœur de ma mère. Et c'était un moment très, très bouleversant de ma vie parce que je voyais des gens perdre des membres de famille, mais bon, vous voyez, quand les autres perdent un membre de leur famille, vous pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Mais le jour où ça vous arrive, vous vous rendez compte de la réalité de la vie. Vous dites que, OK, la mort est réelle. Ça veut dire qu'un jour, je partirai aussi. Et là, j'avais vraiment commencé à me questionner sur moi. Je me dis, mais si elle est partie, ça veut dire que moi aussi, un jour, je partirai. Mais entre-temps, qu'est-ce que je fais sur Terre? C'est quoi en fait mon but? Et c'est là que j'ai commencé à me questionner sur moi et il s'est fait qu'au fur et à mesure, cela a également occasionné ma conversion et c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à comprendre qui j'étais. J'ai compris ma vision de vie qui était entre autres celle d'accompagner les femmes et d'encourager les femmes, notamment à travers de mon magazine. Et c'est une chose qui s'est forgée au fil du temps et qui continue à se forger. Et parlons de la vision de vie, c'est pas une chose que l'on découvre
du coup, et qu'on sait que voilà, le décor est planté, c'est ça ma vision. En fait, c'est évolutif. Aujourd'hui, ça peut être telle chose, mais avec le temps, vous comprenez, vous découvrez d'autres choses sur vous qui se rajoutent à votre vision de vie et vous évoluez dans la vie. Et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça demande à ce que vous preniez conscience et que vous preniez le temps d'y travailler, prenez le temps de vous découvrir et aussi que vous preniez le temps de prier, si vous êtes chrétien, vous prenez le temps de prier pour que Dieu vous aide à découvrir votre mission sur terre. Et justement, vous affirmez que votre vision de vie, vous devez la créer et travailler pour la voir se réaliser. Et attendez-vous à ce que quelquefois, elle vous exige d'abandonner certaines choses susceptibles d'être un frein pour la réalisation. Vous pensez que c'est parmi les difficultés que rencontrent les jeunes aujourd'hui, ils ont l'impression de vouloir s'agripper à certaines choses qui les freinent en réalité dans leur essor. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait des choses qui vous empêchent de vous réaliser, des choses qui vous empêchent d'avancer ou qui vous empêchent de réaliser pleinement votre vision de vie. Il y a des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire. Par exemple, si vous voulez évoluer dans la vie, c'est évident qu'il faut lire. C'est évident qu'il faut aimer la lecture, c'est évident qu'il faut aimer des émissions constructives, c'est évident qu'il faut vous entourer des personnes qui vous permettent de vous remettre en question ou qui vous permettent d'évoluer ou de changer votre façon de voir les choses. Mais si vous, dans votre vie, par exemple, vous dites que voilà, j'aimerais être ministre ou premier ministre, juste un exemple, mais que dans votre vie de tous les jours, vous ne lisez pas, vous ne lisez pas le parcours des premiers ministres africains, par exemple, pour connaître les challenges, quelles sont les études qu'ils ont fait ou comment ça se passe lorsqu'on est Premier ministre, mais que vous passez votre vie, par exemple, à faire que des sorties entre amis. C'est pas mal de faire des sorties entre amis, mais si vous avez une vision de vie, vous devez être un homme discipliné, vous devez savoir que, ok, moi, je veux devenir Premier ministre, donc il me faut, par exemple, du temps. De tel temps à tel temps, je dois étudier, je dois faire de la lecture, je dois faire des recherches, je dois, par exemple, penser aussi peut-être à faire un stage à la primature, mais entre-temps aussi, j'ai un peu de temps pour m'amuser avec des amis ou sortir, vous voyez. Mais si on reste dans le jargon qui est promu chez nous, chancelier copain, moi c'est copain, un bon jour je vais devenir premier ministre, ça va me tomber du ciel, mais après vous serez un premier ministre qui va rien apporter de plus parce que en fait vous n'êtes pas préparé par rapport à votre vision de vie. Donc c'est très important de se préparer. C'est très important de se préparer. Une autre vérité que vous révélez dans ces livres, qui paraît vraiment être anodine, mais c'est vraiment vrai, les apparences sont vraiment trompeuses. Qu'est-ce que vous avez voulu enseigner à travers cette vérité-là? Là, en fait, c'était vraiment du point de vue sentimental ou de la vie en général. C'est que des fois, en tant que femme, on est très, bon, pas seulement en tant que femme, l'humain en général, on est très attaché à l'apparence. Quand on voit une personne pour la première fois, bon, où on a déjà nos critères, on se dit, bon, il doit être très beau, très belle, il doit bien parler français, il doit sentir bon, il doit... Alors que c'est de l'apparence, c'est pas ça en fait qui détermine l'humain. Oui, c'est pas ça qui détermine l'humain en fait. L'humain, c'est l'âme, c'est l'esprit, c'est le cœur. Une personne peut beau avoir une très belle apparence, mais si elle a un mauvais cœur, elle va vous pourrir la vie. Elle va vous pourrir la vie. Et le but de cette vérité, c'est vraiment d'amener les jeunes à aller au-delà des apparences. Aller au-delà des apparences, de creuser, d'essayer de vraiment découvrir la personne, découvrir son cœur. Est-ce que la personne a un bon cœur? Est-ce que la personne vous respecte? Est-ce que la personne... voilà, est-ce que au-delà en fait des apparences, la personne peut être belle de visage, mais à l'intérieur, c'est vraiment pas ce qu'il faut. C'est tout le contraire de ce qu'elle C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Mais vous savez, lorsqu'une personne a une belle âme, lorsqu'une personne a un bon cœur, même si son visage, selon les critères du monde, ou son apparence selon les critères du monde, parce que le monde a défini certains critères de beauté. Hein, selon le monde, les femmes belles doivent être minces, doivent avoir un peu de forme, doivent être un peu ceci, alors que ce sont juste des critères de beauté que les hommes ont définis. Mais la vraie beauté, elle est intérieure. Vous verrez par exemple une femme qui peut-être n'est pas belle physiquement selon les critères du monde, mais elle est tellement belle intérieurement que
qu'en fait, vous la trouvez simplement belle. Vous le trouvez simplement belle parce qu'il est tellement beau à l'intérieur que ça influence l'extérieur. Et donc, c'est très, très important d'aller au-delà des apparences. Une personne peut être très bien habillée, elle peut être très, très belle de figure, mais si elle n'a pas un bon cœur, ça va vraiment anéantir tout le reste. Être reconnaissant pour le présent ouvre les portes pour le futur. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Je me dis que c'est... on est souvent... On veut avoir un futur meilleur. On pense à l'avenir, on veut... Lorsqu'on pense souvent à l'avenir, on le pense grand, on le pense beau, on le pense merveilleux. Et des fois, on oublie de nous concentrer sur ce que l'on vit actuellement. Et on oublie même de dire merci à Dieu pour ce que l'on vit au présent. Le présent, c'est un cadeau en fait. Le présent, c'est un cadeau que l'on nous offre. Et des fois, à cause des circonstances compliquées ou des moments difficiles, on se met à penser au futur et on oublie d'être reconnaissant pour ce que l'on vit aujourd'hui. C'est important d'être reconnaissant de ce que l'on vit pour aujourd'hui parce que même si ce n'est pas facile, mais le fait de vous plaindre du présent, ça ne va pas changer votre futur. Ça ne va pas changer votre situation. Les plaintes ne changent rien. Mais par contre, la gratitude, une attitude de reconnaissance, ça change les choses. Vous pouvez traverser des moments difficiles, mais lorsque vous êtes reconnaissante, même pour le fait d'être en bonne santé, malgré les moments difficiles que vous traversez, ça crée quelque chose. C'est quelque chose. Donc, c'est vraiment important d'être reconnaissante pour ce que l'on vit aujourd'hui, d'être reconnaissante pour la bonne santé, d'être reconnaissante pour le souffle de vie, même si on n'a pas le job de ses rêves, même si on n'a pas encore des enfants, même si on n'est pas encore marié, mais le fait même d'être en vie devrait être un sujet pour nous de remercier le Seigneur tous les jours de notre vie. Sarah Bopima, je rappelle, vous avez écrit donc ce livre « 10 vérités que j'aurais voulu savoir avant la vingtaine ». Nous n'allons pas égrener toutes les vérités ici au risque que les gens n'achètent pas les livres. Comment ça se présente aujourd'hui, les ventes de ces livres? Où est-ce que les gens peuvent le trouver? Actuellement, le stock en dur est épuisé. On va relancer les impressions et ça sera certainement disponible à partir du mois prochain. Mais entre-temps, le mois de mars, donc? Oui, au mois de mars. Mais pour tous ceux qui sont hors de la RDC, qui sont en Europe, en Amérique ou encore dans notre continent, ils peuvent toujours se procurer du livre sur Amazon. Oui, à 16,33 €. À 16,33 €. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci à vous également d'avoir suivi ce magazine. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Au revoir.